Il est possible d'appliquer ce que nous venons tout juste de voir avec la distribution des énergies cinétiques moléculaires de Boltzmann au phénomène d'évaporation en contenant ouvert. Vous l'avez peut-être tous déjà remarqué si vous mettez de l'eau dans un bol, par exemple le bol de votre chat, et que votre chat ne boit pas du tout, vous allez quand même remarquer au bout d'un certain temps, un certain nombre de jours, que l'eau s'est évaporée. Eh bien, qu'est-ce qui se passe-t-il? Par exemple, à 25 degrés Celsius, nous savons que l'eau liquide va finir par s'évaporer. L'évaporation est un phénomène où, à la surface de l'eau, certaines des molécules ont assez d'énergie pour se sauver et se transformer en gaz. Regardons qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme critère pour pouvoir s'évaporer en tant que molécule. Par exemple, l'évaporation. L'évaporation, 1, c'est un phénomène de surface. Il faut que les particules soient à la surface pour pouvoir s'évaporer. Parce qu'une particule qui est au fond et qui a assez d'énergie va rencontrer d'autres particules, les frapper, transférer son énergie, et donc, avant qu'elle se rende à la surface, elle ne peut pas s'évaporer. Deuxièmement, la température doit être quand même relativement élevée. Pourquoi? Eh bien, parce que dans le fond, l'énergie cinétique est plus élevée si la température est élevée, et donc, les particules peuvent avoir une énergie cinétique supérieure à l'énergie des liaisons attractives. Et qu'est-ce que les liaisons attractives? Ce sont les liaisons qui les retiennent les particules dans le liquide. Regardez bien. Nous retournons à notre modèle de l'eau à 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius, si on attend un certain temps, un petit temps t, nous allons remarquer que le bol va avoir un niveau d'eau inférieur et que la disparition de l'eau liquide s'est faite par évaporation dans le système ouvert. Pour pouvoir s'évaporer, il faut qu'une particule à la surface ait une énergie cinétique supérieure à l'énergie des liaisons qui retiennent les particules entre elles, donc interparticulaires. Ce n'est pas un terme qu'on utilise, les liaisons interparticulaires, mais ça nous permet de figurer ou d'imaginer l'énergie des liaisons qui retiennent les molécules entre elles dans le liquide. On en a discuté au premier cours, le liquide est caractérisé par une énergie de liaison interparticulaire qui est environ égale à l'énergie cinétique que les molécules ont dans cette phase-là, la phase liquide. Eh bien, pour pouvoir s'évaporer, il faut que l'énergie cinétique soit supérieure à l'énergie des liaisons. Regardons donc la distribution des énergies cinétiques de Boltzmann. À la température T1, que je vais étiqueter 25 degrés Celsius. À la température T1, on a une distribution des énergies cinétiques. Je vais arbitrairement placer une espèce de barrière. Une barrière ici, le long de l'axe des énergies cinétiques, et je vais appeler cette valeur-là d'énergie l'énergie des liaisons attractives, c'est-à-dire cette énergie-là est la valeur d'énergie qui retient les molécules entre elles. Pour cette substance-là, l'eau, par exemple. Lorsqu'une particule, ici, a une énergie cinétique donnée, cette énergie cinétique-là est inférieure à l'énergie de liaison. Donc, elle ne peut s'évaporer. Parce qu'elle n'a pas l'énergie nécessaire pour s'affranchir de ses voisines particules. Une autre particule qui serait ici aurait une énergie cinétique supérieure aux énergies de liaison, ou à l'énergie de liaison attractive, et donc elle
elle, pourrait s'évaporer. Peut s'évaporer. Il se trouve donc que pour la température T1 de 25 degrés Celsius, la proportion des molécules qui ont, ou la partie des molécules qui ont une énergie suffisante pour s'évaporer, est située sous la courbe au-delà de l'énergie des attractions. Que se passerait-il, vous le savez déjà, si on chauffe notre bol d'eau à 50 degrés Celsius et qu'on essaie de remarquer la vitesse d'évaporation? Vous le savez d'instinct, la vitesse sera plus grande. Le temps sera plus petit, par exemple, de moitié. On ne le sait pas. L'évaporation sera donc plus grande ou à un rythme plus rapide et moins d'eau restera dans notre contenant. Nous avons donc l'expérimentation. Allons voir l'explication. Si on augmente la température à 50 degrés Celsius, nous nous retrouvons avec une température T2 et à cette température-là, une plus grande proportion de molécules sous la courbe rouge, il y en a un plus grand nombre, donc une plus grande proportion des molécules ont une énergie supérieure à l'énergie de liaison. Et donc, il est plus facile pour elles de s'évaporer, elles ont plus d'énergie. Il y a un deuxième facteur qui influence l'évaporation ou la vitesse d'évaporation. C'est la nature du liquide qui veut s'évaporer. Tout à l'heure, nous avons comparé deux températures pour un même liquide. Ici, nous allons comparer deux liquides, A et B, à la même température. Vous remarquez ici, les deux courbes pour la particule A ou la substance A et la substance B ont le même profil, okay, parce qu'ils sont à la même température T1. Par contre, ce qui change entre les deux, c'est que une des deux molécules a une énergie de liaison attractive grande ou élevée, pardon, une énergie de liaison attractive élevée, et l'autre, B, a une énergie de liaison faible entre les particules. Laquelle des deux substances va avoir le plus tendance à s'évaporer? Eh bien, c'est la substance qui a l'énergie des liaisons très faibles, parce que les molécules n'ont pas besoin de beaucoup d'énergie pour se sauver. Le liquide B est donc plus volatile que le liquide A. Le liquide A a la même température. Ici, T1. Être plus volatile, avoir plus tendance à s'évaporer, avoir moins de cohésion, ce sont des choses qui sont synonymes. On remarque donc ici que le liquide A va avoir tendance à s'évaporer un peu. Il va y avoir des particules qui vont avoir quand même une certaine énergie cinétique supérieure à l'énergie de liaison. Il va y avoir un peu d'évaporation. Au bout d'un certain temps, le liquide va baisser de niveau. Au bout du même temps, l'échantillon B, qui lui est de nature différente, qui a des énergies de liaison beaucoup plus faibles, va avoir vu son niveau descendre de façon plus significative, parce qu'il y a l'énergie qui retient les molécules liquides entre elles est plus faible, et donc il est plus facile, ou il est plus probable d'obtenir une molécule qui a une énergie cinétique supérieure à l'énergie de liaison dans l'échantillon. Le niveau baisse plus vite. Vous ferez l'essai, si vous voulez, à la maison. Vous pourrez comparer l'évaporation d'une huile, par exemple l'huile d'olive, et l'évaporation d'un simple échantillon d'eau. Placez le même volume et vous verrez que l'eau s'évapore plus vite que l'huile. Nous allons voir pourquoi l'énergie de liaison peut changer d'une substance à l'autre, et pour cela, il faut reviser les différents types de liaisons que nous avons vus en NYK grâce à un tableau de solides et de liquides avec lequel nous avons terminé la session. Ce tableau-là se trouvait dans le guide de lecture à la toute fin, dans notre livre de NYK, mais pour ceux qui ne l'avaient jamais vu, le tableau est fort simple. Il présente le type de liaison qui se présente dans les solides et les liquides.
Les liaisons sont inscrites en haut, liaisons de type covalente, ionique, métallique ou des liaisons intermoléculaires. Par exemple, lorsqu'un solide ou un liquide était de type covalent, c'était des liaisons covalentes qui assuraient la cohésion du liquide. Cohésion veut dire le maintien du solide ou du liquide dans sa forme ou dans sa phase présente. Lorsqu'un solide était ionique, par exemple le NaCl, il possédait un métal avec un nombre d'oxydation inférieur à 3. Par exemple, ici, le sodium, nombre d'oxydation plus 1, ou le potassium, nombre d'oxydation plus 1. Et lorsqu'on a un composé NaCl, ça devient du Na plus Cl-. C'est un composé qui était ionique. C'est la liaison ionique qui assurait le maintien du Na plus avec le Cl-, la cohésion dans le solide. Ensuite, lorsqu'on a un échantillon métallique, un métal, c'est-à-dire un atome du tableau périodique situé à gauche du tableau, c'est la liaison métallique qui retient les noyaux ou les cœurs d'atomes positifs entre eux. Lorsque nous avons des petites molécules, H2O, I2, CO2, des molécules de sucre, lorsqu'on a un solide fait de ces molécules-là, le solide ou le liquide, si ça fond, est un de type moléculaire, c'est-à-dire c'est des liaisons entre des molécules qui forment le solide. Les liaisons entre les molécules, on avait appelé ça les liaisons intermoléculaires. Il y en avait deux types. Les liaisons de Van der Waals et les liaisons hydrogènes. Les liaisons hydrogènes, c'était des liaisons lorsqu'on retrouve un H qui est lié à un N, un O ou un F, qui est très électronégatif, qui retire les électrons d'un H, et ce H-là est légèrement positif. Dans une molécule, ça crée, avec une autre molécule, une certaine interaction entre un autre atome qui peut donner des électrons. Nous en verrons des exemples en classe. Ainsi, deux types de liaisons, les Van der Waals et les liaisons hydrogènes, forment les liaisons intermoléculaires. Si vous regardez la ligne juste ici, nous avons remplacé la force des liaisons, ou associé, la force des liaisons avec le degré de volatilité. Les liaisons covalentes, ioniques et métalliques sont des liaisons qui sont fortes ou moyennes à fortes. Ça retient bien les particules entre elles. Ce que ça veut dire, c'est que si les molécules sont bien retenues, l'énergie des liaisons est élevée, l'énergie des liaisons attractives, élevée, donc volatilité ou tendance à s'évaporer faible. Si, par contre, vous avez une intensité de liaison intermoléculaire faible, par exemple pour les petites molécules qui n'ont pas de liaison hydrogène, eh bien, l'énergie, liaison vont être faibles. La tendance à s'évaporer va être plus élevée à une même température. Nous pratiquerons ce tableau avec l'utilisation, avec la comparaison de plusieurs petites substances. Nous reviserons les types de liaisons pour vous aider à prédire quelles substances seront plus volatiles que d'autres. Bon travail.